mémoire est important pour un mathématicien comme pour tous les scientifiques, je dirais, avec une ambiguïté. Parfois, d'abord, évidemment, avoir une bonne mémoire vous permet de repérer des situations déjà vues qui vont être intéressantes, de comprendre si vous voyez une situation, un problème mathématique qui ressemble à un autre, elle pourra appliquer ce que vous avez fait à l'époque. N'empêche qu'avoir une trop bonne mémoire peut être un handicap. Il y a des textes, je pense, du mathématicien Almos, dans lesquels il explique, il parle justement avec fierté de sa mémoire catastrophique et comment il considère que c'est un avantage, parce que ça lui permet de redécouvrir les choses avec toujours de l'enthousiasme et de ne pas être blasé. De la même façon, une culture trop importante, une connaissance trop importante peut être un frein à la créativité. C'est souvent important d'être ignorant, de ne pas savoir que d'autres ont fait cette tentative-là, par exemple, de ne pas savoir qu'il y a toute une théorie déjà développée et de faire votre truc dans votre coin. Il y a plein d'exemples dans l'histoire mathématique, comme dans d'autres domaines culturels, dans lesquels une ignorance est un atout. Une certaine dose d'ignorance est un atout pour avancer sur un problème. Qu'est-ce que l'informatique a apporté aux mathématiques? Un paquet de choses. En premier lieu, les ordinateurs qui arrivent avec, d'une part, de nouveaux problèmes, mais aussi de nouvelles sources d'inspiration, parce que ça vous permet, par exemple, de regarder le résultat approché, calculer, simuler d'équations ou de problèmes. Ça vous permet de vous faire une intuition. Un certain nombre de conjectures qui ont trait à des équations de physique mathématique sont faites en regardant comment ça se passe sur un ordinateur, le résultat de telle ou telle expérience. On considère que les expériences numériques sont beaucoup plus fiables que les expériences physiques réalisées en laboratoire la plupart du temps, pour comprendre comment un modèle fonctionne. Au-delà de ça, l'informatique a apporté une révolution dans le domaine des échanges, aussi bien les échanges mail que la transmission des articles, une vitesse de communication accrue considérablement, avec les avantages et les inconvénients que ça représente, et une universalité dans les échanges considérable grâce à l'exploitation du logiciel de traitement de texte TeX, dont je parle au passage dans mon ouvrage. Le traitement de texte imaginé par Knuth, qui est plus qu'un traitement de texte, c'est un véritable langage de programmation, et qui est utilisé par tous les mathématiciens du monde pour échanger des informations et pour mettre en page leurs articles. Mon livre, entre parenthèses, est le premier ouvrage grand public jamais écrit avec ce programme. Et je remarque que Grasset a été excellent de ce point de vue. Ils ne connaissaient pas, ils ont fait ce qu'il fallait pour adapter l'ouvrage en sous-traitant avec une équipe qui connaissait bien. Ça nous a causé quelques soucis d'aller-retour, mais le jeu en valait la chandelle. Pour la plupart des autres maisons d'édition en traduction, par exemple, elles en sont réduites à photographier le texte tel que composé dans l'édition Grasset et à l'insérer dans le texte mis en page par des procédés plus traditionnels comme InDesign ou qui sait quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur l'informatique? Ça a apporté bien sûr de nouveaux problèmes. À l'Institut Poincaré, où on a des thèmes que je dirige depuis 2009, et dans lequel on a des thèmes de recherche qui changent tous les 3 mois, sur lesquels on invite beaucoup de chercheurs invités. Pour la première fois, en 2014, on aura un trimestre thématique portant sur un problème d'informatique théorique, le problème de la vérifiabilité automatique. Et puis l'informatique, ça est venu aussi avec une évolution du goût et de l'esthétique mathématique. On ne pense pas à une preuve, même du point de vue esthétique, de la même façon qu'il y a 40 ans. Ils sont passés par là des changements de goût et puis des passages de mode, mais aussi le développement de l'informatique et de l'algorithme. Alors il y a le problème de la grande unification et d'unifier les quatre interactions fondamentales dans l'univers tel qu'on les connaît aujourd'hui, problème qui n'est toujours pas résolu. Il y a aussi le problème que, par exemple, on n'a pas de théorie unifiée, on ne sait pas mettre ensemble vraiment la théorie quantique et la théorie de la relativité, par exemple. Ça ne marche pas, ça ne tient pas vraiment debout. On a toutes sortes de problèmes. On peut se dire, une approche par rapport à ça, c'est se dire que c'est
c'est trop ambitieux ou irréaliste ou déraisonnable, prétentieux que de vouloir obtenir une théorie unifiée, compréhensible par nos cerveaux de quelque chose aussi complexe que le monde dans lequel nous vivons, et qu'une théorie se doit de poursuivre des objectifs plus modestes, de s'inscrire dans une gamme d'échelles de phénomènes physiques donnés. On peut aussi se dire qu'il devrait quand même y avoir une théorie qui décrive tout, et puis d'autres théories qui sont plus précises ou plus compréhensibles dans certaines gammes d'échelles. Qui le sait? Savoir si on pourra faire signification, je dirais qu'on ne saura que quand on aura résolu le problème. Alors, premièrement, est-ce qu'on découvre ou est-ce qu'on construit les objets mathématiques? Je suis dans le camp des découvreurs, on les appelle parfois des platoniciens ou des néoplatoniciens ou qui sait quoi. En tout cas, les gens qui pensent qu'ils découvrent les traces et les constructions d'une réalité préexistante, un peu comme un explorateur ou un archéologue qui fouille, qui découvre une construction qui est déjà comme ça. Je suis dans ce camp-là qui, je pense, est dominant de nos jours, mais c'est quelque chose qui évolue avec les époques et qui dépend aussi de courants d'options philosophiques. Cette question n'est de toute façon pas tranchable scientifiquement, on est là dans le domaine de la métaphysique ou de l'épistémologie comme on le veut. Et cette vision donc, du découvreur s'oppose à la vision d'une construction humaine. Ce qui, à titre personnel, ce que je trouve extraordinaire, qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, et beaucoup se sont émerveillés là-dessus, c'est la façon dont les concepts mathématiques abstraits et a priori création humaine reproduisent extrêmement bien de nombreux phénomènes naturels. Pour prendre un exemple extrêmement connu, les équations de Newton, vous écrivez sur votre feuille de papier et vous arrivez avec ça à prédire l'évolution d'étoiles et de planètes dont les dimensions nous sont inaccessibles, sur lesquelles nous n'irons jamais, qui sont à des distances incommensurables de nous, et il y a quelque chose de complètement magique là derrière. Maintenant, sur ce débat, j'aimerais ajouter qu'il n'est pas innocent sur le mode de travail et sur le mode de présentation. Du point de vue du mode de travail, quelqu'un qui pense qu'il découvre n'aura pas le même réflexe peut-être que quelqu'un qui pense qu'il construit. Quelqu'un qui pense qu'il découvre sera plus enclin à chercher le miracle, à chercher la trace de quelque chose, un peu comme un archéologue cherche une trace peut-être à l'air libre de quelque chose qui est en profondeur et caché. Et alors qu'un constructeur n'aura pas ce réflexe peut-être de chercher un miracle ou quelque chose qui sonne bien. La deuxième remarque, c'est qu'au niveau de la présentation, il y a une différence. Celui qui pense qu'il est constructeur pense qu'il expose sa création. Celui qui pense qu'il est découvreur pense qu'il explique quelque chose qui lui échappe. Il n'y a pas, quand je parle de mes résultats et que j'explique tout ce que j'y vois de beau, il n'y a je n'y vois dedans aucun orgueil, car je considère que cette beauté n'est pas due à moi, elle est due à quelque chose d'immanent. Dans la présentation, dans la façon de les communiquer, il pourra donc y avoir des différences entre les tenants de l'une ou de l'autre religion, si vous me permettez. Maintenant sur la Chine. La Chine, il y a une école mathématique très ancienne aussi, même si après elle a perdu de la vitesse. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut dire ou lire parfois, pendant très très longtemps dans l'histoire de l'Eurasie, les transferts, les innovations scientifiques, elles étaient plutôt du côté chinois que du côté européen, et les transferts de technologie, c'était plutôt de la Chine vers l'Europe que le contraire. Le mouvement se renverse, on dit, vers le XVe siècle, quelque chose comme ça, parti pour des raisons politiques chinoises. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a aussi une très ancienne tradition indienne, qui elle aussi a été un peu perdue à un moment, et que l'un et l'autre sont parmi les pays qui sont en pleine expansion actuellement, au niveau de la recherche scientifique. Les budgets scientifiques augmentent rapidement dans ces pays, le nombre de chercheurs augmente rapidement, les publications augmentent à une quantité très impressionnante, pas toujours avec la qualité, mais en tout cas la quantité y est là, et les moyens sont mis sur la formation, surtout du côté chinois. L'Inde a une expertise reconnue mondialement
dans le domaine de l'informatique théorique, de l'informatique en général. La nation la plus représentée parmi les employés d'IBM dans le monde, ce sont des Indiens, par exemple. Et du côté chinois, ce sont d'autres domaines qui sont plus représentés, en particulier les équations aux dérivées partielles et surtout celles qui sont en liaison avec la géométrie. Sous l'influence du très grand mathématicien Chern, je ne saurais pas prononcer son prénom correctement, mais les initiales sont S et S. Chern, donc l'un des grands mathématiciens du XXe siècle, qui a révolutionné la géométrie différentielle. Vous pouvez retrouver son histoire dans un documentaire qui s'appelle Taking the Long View, je crois, ou Taking the Long Road, en tout cas un documentaire d'un réalisateur qui s'appelle Cicery, C-S-I-S-E-R-Y, quelque chose comme ça, qui est sorti cette année, qui parle de la vie de Chern, C-H-E-R-N, un homme absolument remarquable et qui a façonné tout le renouveau mathématique chinois qu'on voit actuellement. En première remarque, l'enseignement ne reproduit pas forcément ce qui se passe au niveau de la recherche. On peut argumenter, par exemple, on peut penser qu'un enseignement innovant et plein de sollicitations inventives et de choses comme ça peut favoriser plus tard des réflexes innovants et inventifs quand vous êtes chercheur. On peut aussi argumenter au contraire qu'on a besoin d'une base solide, stable et bien cadrée pour pouvoir se permettre ensuite d'être inventif. Vous avez le même genre de débat dans la formation d'un artiste. Est-ce que pour devenir un grand interprète, un grand pianiste capable d'improvisation et d'interprétation innovante, il ne faut pas d'abord commencer par apprendre toutes vos gammes, travailler vos réflexes, vos exercices, de façon à ce que la question technique soit évacuée et ne constitue un problème ensuite. Le débat existe et il n'est pas facile de le trancher. Tout ça pour dire que ce qui se passe au niveau de l'enseignement ne reproduit pas forcément ce qui se passe au niveau de la recherche. Mais que, même si on donne des bases solides, pourquoi en France il y a plus de... Donc ça veut dire que les bases sont plus solides telles qu'elles sont... Alors, j'ai pas dit ça. J'ai d'abord dit, attention, il ne faut pas croire, et j'insiste un peu là-dessus parce que il y a des syllogismes qu'on retrouve ici et là, y compris dans la presse, y compris par des nombres de gens intelligents, expliquant que par exemple, il faut révolutionner l'enseignement pour tenir compte de nouvelles méthodes de communication, pour développer l'inventivité ou qui sait quoi. Je dis, attention, l'enseignement actuel, je ne dis pas qu'il n'a pas des défauts, je pense que notre enseignement, notre éducation nationale en tant qu'institution est dans une crise profonde et grave, mais j'entends pas par là qu'il faille tout rénover en tenant compte de questions inventives, de questions liées aux nouvelles technologies et ainsi de suite. Et qu'il faille reproduire au niveau de l'enseignement ce qui se passe dans le processus de recherche. Je pense qu'il faut que ce soit présent, mais dans un dosage qu'il faut bien contrôler. Ensuite, sur la question de... Alors, pour continuer dans cette veine, je suis un pur produit du système des classes préparatoires. Système qui est souvent dénoncé comme abétissant, dans lequel on s'abrutit avec toutes sortes d'exercices, on apprend les choses par cœur et ainsi de suite. Ça n'empêche, j'étais très content de bosser dans cette ambiance, que tout ce que j'ai appris dans ces années-là, ça reste gravé en dur dans mon cerveau. Ça ne ressemble pas du tout, le travail que je faisais en classe prépa à ce que je fais en tant que chercheur, mais j'ai dans l'idée que ça m'a bien préparé, d'une certaine façon. Et puis, il y avait aussi des exercices dans lesquels on développait notre inventivité, on apprenait à réfléchir, à penser, et ainsi de suite. Maintenant, pour ce qui est de mettre en place un enseignement, savoir comment il s'agirait de réformer l'enseignement en mathématiques s'il le faut, on ne va pas entrer là-dedans parce qu'on y sera encore dans longtemps. Mais il y a derrière les questions qui pour moi sont les questions fondamentales. L'important dans l'enseignement mathématique, ce n'est pas du tout le contenu, c'est la forme. C'est la forme au sens où un enseignement mathématique, c'est la forme et les compétences. L'enseignement mathématique est là pour vous apprendre à raisonner, pour vous apprendre à réfléchir longuement sur un problème, pour
pour vous entraîner à imaginer des choses et pour vous entraîner à manier des concepts abstraits. Et puis pour comprendre qu'un concept abstrait peut être important pour résoudre un problème concret. Si vous avez compris ces choses-là, vous êtes prêt à passer à la suite. Le détail des théorèmes importe peu. De toute façon, si vous ne devenez pas mathématicien, vous n'en avez que faire au théorème de Pythagore et il ne vous servira jamais à rien. De même que tous les autres théorèmes qu'on apprend quand on est mathématicien. Oui. Si vous devenez mathématicien professionnel, tout ce que vous avez appris avant vos études supérieures, c'est négligeable par rapport à ce qui va arriver après. Tout ça pour dire que ce qui compte vraiment, c'est le mode, l'entraînement, les compétences que vous acquérez et non pas le contenu, pas les connaissances. Bon, maintenant, pourquoi en mathématiques en France ça se débrouille bien, même si l'enseignement, je pense, est en crise, pas spécialement de la faute des enseignants d'ailleurs, mais de la faute d'un système qui est tiraillé de tous côtés par toutes sortes de pressions et de contraintes, et de tensions et d'angoisses. Pourquoi la France, ça continue à bien se développer et ça continuera encore à bien se marcher au niveau de la recherche? Parce que ces questions de recherche sont des questions qui se transmettent comme une culture de maître à élève, entre élèves, qui se transmet entre chercheurs, qui se développe dans des institutions en petit nombre, mais qui jouent un rôle fondamental. Pour prendre juste un exemple, on peut dire que tous les mathématiciens français qui ont reçu la médaille Fields, qui ont été formés en France, sont passés par l'école normale supérieure. Ça représente 20% des médailles Fields jamais attribuées, ce qui fait de l'école normale supérieure de loin l'établissement qui a eu le plus de médailles Fields dans ses anciens élèves. C'est l'exemple comme quoi des petites institutions dans lesquelles il y a une culture qui se transmet peuvent jouer un rôle important. Et l'école normale supérieure, je vous garantis que ce n'est pas si bien organisé que ça. C'est pas un hasard. Mais il y a un contact, il y a une communauté qui se forme et tout, c'est important. Alors, on travaille, donc, est-ce qu'il a des descendants? Descendants, on n'y est pas encore, hein, mais on a travaillé à lui faire un petit frère. Une petite sœur qui est en cours, mais dont la gestation est plus longue que prévu, sur des équations venant d'autres domaines, mais dans le même esprit. Cette question, c'était une question liée à, ça s'appelle l'amortissement Landau, c'est une question de atténuation spontanée de certaines perturbations à partir d'un équilibre, atténuation spontanée sans pour autant qu'il y ait de frottement de processus irréversibles. Et donc, c'était un théorème qui s'appliquait dans la physique des plasmas, en tout cas avec les équations de physique des plasmas, tel qu'on l'a montré. Il y a une question naturelle qui est adaptée à d'autres équations qui ont les mêmes genres de caractéristiques, mais d'autres domaines physiques. Et ceux qui s'intéressent à ce domaine savent que le candidat sur lequel il faut travailler ensuite sont les équations de mécanique des fluides incompressibles et non visqueuses, l'équation de l'air en dimension 2. Et donc, on s'est attaqué à ce problème et on a compris que il était beaucoup plus difficile. Déjà ça, c'était intéressant, beaucoup plus difficile. Il y a d'autres équipes de recherche actuellement qui travaillent sur ce même problème et qui sans doute vont obtenir le résultat avant nous parce qu'on n'a pas le temps d'y travailler. Mais disons qu'on travaille à lui trouver une famille, quoi, à le compléter pour qu'il ne soit pas enfant unique. La question des descendants, la question des applications, des implications, souvent elle se fait à une échelle beaucoup plus longue. C'est très rare de voir un théorème avoir... Alors, des applications concrètes, c'est très rare de le voir sur une échelle de temps qui n'est pas de l'ordre de plusieurs décennies. Quand vous travaillez sur des questions qui sont quand même fondamentales, il y a des exceptions, mais c'est assez rare. Et puis, il faut bien comprendre que ce qu'il y a des applications, ce ne sont pas les théorèmes mathématiques. Ce sont certains théorèmes mathématiques qui ont des applications à la descendance, et on ne sait jamais lesquels. Il est important de maintenir un ensemble de théorèmes, un ensemble de résultats, un ensemble de disciplines qui s'entretient elles-mêmes, dont certains vont avoir des ramifications, des conséquences, des implications, des descendances. On ne sait pas a priori lesquels ce sera. Est-ce que cette découverte des neurones qui font que même les petits-enfants à la naissance ont la notion de 1, 2, 3 par exemple, ça m'a amené à réfléchir. Je ne sais pas si ça a modifié mon vécu. Alors d'abord, Dehaene, il explique dans son livre, il utilise ça comme argument pour développer une vision selon laquelle on n'est pas découvreur quand on est mathématicien, mais que c'est inscrit dans notre cerveau. Bon,
Comme je lui ai dit à Dehaene, j'y crois pas du tout, et je crois pas que c'est un argument recevable. D'abord parce qu'il regarde seulement le calcul, qui est une toute petite partie du raisonnement mathématique. Ensuite parce que c'est pas parce que vous avez une antenne qu'il n'y a pas un signal que vous captez quelque part, même si vous trouvez les fondements biologiques de l'antenne, même s'ils sont inscrits. Cependant, c'est très intéressant ce genre de découverte. Ça nous interpelle sur notre faculté à calculer, qui même si elle n'est pas, c'est pas vraiment ça le raisonnement mathématique, on a en tête quand même que c'est quelque chose qui vient avant. Il faut d'abord avoir des mécanismes de calcul avant de développer les concepts abstraits, les opérations abstraites et ainsi de suite. Et de savoir qu'il y a une partie qui est inscrite dans notre biologie, ça fait réfléchir. De la même façon, Dehaene il explique que les régions dans lesquelles se développe le sens de ces calculs, c'est toujours les mêmes d'un individu à l'autre, sauf des fois quand il y a une lésion d'un côté, alors c'est l'autre côté pour lequel ça va pouvoir se développer. Donc il y a une région du cerveau particulière dans laquelle c'est possible, et se pose des questions de comment notre cerveau a émergé d'un point de vue évolutif, et comment on puisse développer la possibilité de telle faculté à un moment où les sélections naturelles agissaient sans qu'on fasse de calcul. Et puis les relations avec notre faculté pour laquelle, pour le coup, on a été sélectionné, qui est le langage, quels sont les liens, qu'est-ce qui est proche, qu'est-ce qui n'est pas, et ainsi de suite. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Également intéressant, je retiens que si 1, 2, 3 sont inscrits de notre naissance, les petits nombres, c'est complètement différent les grands nombres, on explique bien que c'est une représentation bien différente, et aussi il n'y a pas 0 bien sûr. 0, j'aime bien dire, après avoir lu le bouquin de Dehaene, que c'est une sorte de victoire sur la biologie. On arrive à un concept qui semble extrêmement simple, mais qui est beaucoup plus compliqué que le concept des petits nombres. Pour le coup, c'est une invention indienne. Passer à la télé, non. En mathématiques, la première remarque, en mathématiques aussi on a des objectifs. Et ils sont connus, certains sont des objectifs de fond, mieux comprendre certaines classes d'équations, mieux comprendre certaines relations de symétrie. Le mot-clé du mathématicien, c'est comprendre, comprendre, comprendre. Ça, c'est son obsession. Un exemple, il y a un grand thème qui court en mathématiques depuis le milieu du XVIIIe siècle, qui est comprendre les propriétés mathématiques des équations des fluides. On agite de l'eau, là, qu'est-ce qui se passe et comment ça se produit. Et il faut une analyse mathématique pour comprendre ça. Ça, c'est un problème qui est à la fois important au plan théorique et au plan pratique. Et la compréhension de ces équations fait partie de l'ensemble des travaux qui sont là-dessus. Il y a parfois des problèmes emblématiques qui surgissent de ces grandes tendances. Certains sont très connus parce qu'ils sont mis à prix, par exemple, par tel ou tel. La Fondation Clay a mis à prix 7 problèmes de mathématiques particulièrement emblématiques pour $1 million chacun. Soit dit en passant, il existe beaucoup de façons bien plus faciles de gagner $1 million. Et l'un de ces problèmes, d'ailleurs, concerne la mécanique des fluides. Prenez un fluide incompressible, visqueux, on appelle ça l'équation de Navier-Stokes, incompressible, partant d'un profil de vitesse régulier, mettons que je mets ça en mouvement comme ça, d'une manière qui est assez gentille. Est-ce que ça va rester régulier ou est-ce que quelque part une brisure va se produire, un choc, une vague, quelque chose qui pourrait apparaître spontanément, une bulle ou qui sait quoi. Ce genre de problème est non résolu. Il y en a comme ça un paquet. Et puis c'est une loi de la science que plus vous résolvez de problèmes, plus il y en a qui sont non résolus. Et d'autres qui peuvent tenir particulièrement à cœur, c'est le problème des changements d'état non résolus. Pourquoi est-ce qu'un solide devient gazeux quand vous le chauffez? Personne ne sait résoudre ça. On a des théories là-dessus, on peut l'étudier d'un point de vue physique en faisant des expériences, d'un point de vue chimique en analysant la quantité d'énergie, l'échange et qui sait quoi, mais du point de vue mathématique, ça reste non compris. C'est le genre d'objectif qu'on peut avoir quand on est mathématicien. Dernière remarque, c'est qu'on peut avoir l'impression que les ingénieurs, ils ont des objectifs et que c'est comme ça que ça avance. D'un certain point de vue, oui, mais en règle générale, beaucoup plus souvent que pas, les ruptures et les innovations technologiques, elles se font sur des sujets qui n'étaient pas prévus et dont leurs inventeurs, souvent, n'avaient aucune idée. Prenez, pour prendre certains exemples célèbres, vous regardez le phonographe, qui a révolutionné le domaine de la musique. Son inventeur
a eu toutes les peines du monde, il a fallu des décennies avant d'admettre que ça pouvait être utile pour de la musique. Il avait en tête toutes sortes d'utilisations qui étaient complètement différentes. Et puis finalement, il a dû se résoudre au fait que c'était ça, la vraie utilisation importante. Et tous les grands trucs comme ça, le moteur à explosion et ainsi de suite, ce genre de choses est passé en revue au passage dans un ouvrage que j'aime beaucoup sur l'histoire du progrès des civilisations humaines en général, Guns, Germs and Steel par Jared Diamond, hein, les pistolets, les germes au sens microbien et l'acier. Un ouvrage dans lequel il s'interroge en toute modestie et cherche à retracer en toute modestie l'histoire des civilisations humaines sur l'ensemble du monde et dans les 12 000 dernières années, en dégageant de grandes lois et de grandes règles. Et il y a un chapitre qui est consacré au progrès, dans lequel il montre bien que, d'abord, les inventeurs en rupture s'appuient toujours sur l'environnement et sur ce qui les a précédés, et ensuite comment les inventions sont très souvent détournées de ce qu'on attendait. Oui, alors je crois que ça l'a... D'abord, effectivement, il y a des biographies. Les petites biographies, y compris plusieurs sortes. Hein. Et il y en a de mathématiciens anciens, des classiques, quoi. D'autres qui sont des scientifiques plus récents, d'autres qui sont des scientifiques contemporains. Certaines personnes qui sont vivantes, et ainsi de suite. Et c'est important pour moi que tout ce genre-là apparaisse. Ceux qui sont tellement classiques, ils sont transformés en théorèmes pour les étudiants. Ceux qui ont contribué de manière importante à telle ou telle théorie scientifique qu'on utilise. Ceux qui sont actuellement des collègues, des chercheurs, certains très célèbres, d'autres beaucoup moins, et ainsi de suite. C'est important qu'il y ait différentes catégories. Au passage, et c'est là que vous voyez le genre de petits détails ou, comment dire, sens du détail qui est poussé jusqu'à l'extrême, le sens un peu maniaque du mathématicien dans son travail de rédaction. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans ses biographies, il y a un petit dessin, il y a le nom du mathématicien scientifique en dessous, et j'utilise 4 fontes différentes de caractères en fonction de l'époque ou du statut de ce mathématicien. Pour signifier un peu aussi qu'ils sont sur des plans différents, mais c'est important de les considérer tous. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que effectivement, ça le personnifie, ça peuple l'ouvrage. Il y a des gens qu'on va voir ainsi, qui vont être comme qu'on va voir s'animer en quelque sorte. Et de manière générale, je pense que l'éditeur, alors maintenant sur votre deuxième question, est-ce que l'éditeur s'est donné envie de reprendre le même genre de projet dans d'autres domaines? Je ne sais pas. Mais je sais que j'ai un collègue en musique qui est en discussion avec le même éditeur sur un ouvrage à Voisise. Peut-être que ça serait intéressant de reprendre certains des principes. Et puis, de manière générale, ils étaient, chez Grasset, ils étaient extrêmement contents et extrêmement fiers de cet ouvrage. Extrêmement fiers, ils ont joué leur rôle pleinement. Ce n'est pas vraiment dans ma question, mais je branche sur l'occasion de parler de ça. Ils ont joué pleinement leur rôle d'éditeur. En premier lieu, quelqu'un qui suscite un projet, qui l'accompagne, qui ensuite qui le défend et qui l'aide à mûrir, à accoucher. Le livre, c'est vraiment mon livre, hein, je veux dire. C'est juste dans les moindres détails, c'est moi qui l'ai conçu, qui l'ai fignolé, et ainsi de suite. Mais n'empêche qu'il y a eu l'impulsion initiale, sans laquelle rien ne se serait fait. Il y a eu un travail extrêmement consciencieux de relecture fait par des relecteurs professionnels pour débusquer telle ou telle inconsistance stylistique ou typographique, et ainsi de suite, avec un long travail de négociation. Et puis, il y a eu un gros travail qui a été fait sur la forme, au sens la forme typographique. Par exemple, au départ, j'avais en tête de mettre des photos pour rendre la chose vivante. Et là, ils ont tiqué, ils ont dit non, pas les photos, ça fera album de famille, ça sortira du genre littéraire, il faut retrouver une unité. Alors là, j'ai eu l'idée, peut-être je peux trouver un illustrateur pour faire des illustrations, qui va travailler à partir des photos, mais ça rendra une unité et en même temps, ça mettra de la vie, sans pour autant que ce soit déconnecté du texte. On a travaillé sur l'imbrication, y compris au niveau typographique, entre le texte et les images. La taille des images, elle a été négociée image par image, qu'elle soit aussi grande que possible pour faire ressortir le dessin, mais en même temps, pour pas qu'elle envahisse sur le texte.
Donc sur tout ce genre de détails, l'éditeur a accompagné l'auteur. La première remarque, la tendance est à l'augmentation du nombre de collaborateurs, ça c'est sûr. Quand on regarde les articles des siècles précédents, souvent c'était un auteur, qui n'empêche qu'il était en interaction avec les autres, mais c'est un auteur. De nos jours, ce sont beaucoup plus des projets d'équipe. En mathématiques, attention, une équipe, c'est typiquement 2 ou 3 personnes, parfois 4. C'est très rare d'articles avec 5 personnes. Dans notre discipline, c'est monnaie courante d'avoir 10 auteurs. Et puis quand vous allez sur les articles publiés par le CERN, des choses comme ça, là, ça peut être des milliers d'auteurs. Donc les projets, combien d'auteurs, ça dépend, combien de collaborateurs, ça dépend du domaine. Et c'est une tendance à l'augmentation qui est constante au fur et à mesure de l'histoire qui passe. Et puis, il y a effectivement des tentatives de collaboration de type open source. Les plus abouties ont été menées par Tim Gowers, médaillé Fields, qui tient l'un des blogs les plus influents en mathématiques. Les blogueurs les plus influents en mathématiques, c'est Terry Tao et Timothy Gowers. Et Gowers a fait ses expériences dans un projet qu'ils ont appelé Polymath, dans lequel un problème est soumis à la sagacité de tous les mathématiciens qui suivent ça. Ça va être des centaines de personnes, voire des milliers. Et il y a un exemple assez spectaculaire dans lequel ils ont résolu un problème posé par Gowers de cette façon-là. Alors, quand on le regarde, on voit cependant que le gros des contributions est fait, la grande majorité des contributions est faite par un petit nombre de personnes. Et les autres viennent ajouter, et beaucoup de collaborateurs contribuent un tout petit peu. À la fin arrive un article qui a été publié sous le nom de Polymath, une sorte d'entité un peu insaisissable, et qui rappelle effectivement le mouvement open source. Dans le même genre d'idée, des expériences intéressantes qui ont été menées dans un domaine qui n'est pas mathématique, mais un sujet qu'on associe souvent aux mathématiques, ce sont les parties d'échecs massivement collectives, hein. Kasparov contre le monde, avec un problème extrêmement intéressant de gestion de l'intelligence collective. Quels sont les bons algorithmes et la bonne organisation qui mènera l'équipe, les milliers de joueurs d'échecs qui jouent contre Kasparov à proposer le bon coup? C'est pas le vote, c'est pas la démocratie qui donne le meilleur résultat. C'est plus subtil, c'est bon qu'il y ait des modérateurs. Dans une expérience intéressante, il y avait un rôle particulier joué par une personne qui jouait une sorte de rôle de modérateur de l'ensemble du groupe. Bon, c'est intéressant à analyser. La mathématique est une science, j'insiste sur science. Alors premièrement, je dis le singulier. Pourquoi j'utilise le singulier? Parce que c'est bêta de dire mathématiques au pluriel. C'est à peu près unique en Europe, je crois. En arabe, on utilise aussi mathématiques au pluriel, mais en anglais, c'est singulier, en italien, c'est singulier, et ainsi de suite. En allemand, c'est singulier. Et pourquoi on dit mathématiques au pluriel? C'est une survivance de l'usage ancien où on considérait qu'il y avait 4 arts mathématiques. L'algèbre, la géométrie, l'astronomie et la musique. Donc ça marche plus trop de nos jours. On ne se représente plus les choses comme ça. Il n'y a plus de raison de mettre ça au pluriel. Donc la mathématique, pour moi, c'est une science. C'est important de dire science parce que certains disent que ce n'est pas une science parce qu'il n'y a pas les expériences, mais je considère que c'est une science au sens d'une activité humaine qui consiste à décrire, à comprendre et à agir sur le monde en utilisant des principes qui sont le travail collaboratif, la mise à l'épreuve des arguments par la mise à l'épreuve des découvertes devant le regard collectif des pairs, et puis la conviction entraînée par des arguments, par quelque chose qui est argumenté, et puis le partage précis et sincère de toutes les données. Donc pour moi c'est une science. C'est une science qui a pour particularité de travailler sur une représentation abstraite, même si elle s'inspire du concret, elle travaille sur des modèles abstraits. Et puis c'est une science qui a la particularité qu'on s'y autorise, c'est une sorte de forme suprême du scepticisme scientifique, on ne s'y autorise aucun autre argument que le raisonnement logique à partir des postulats. Donc ça, ce sont les deux mots-clés, abstrait et uniquement la logique. Et c'est ça, la mathématique. Évidemment, cette définition de la discipline est beaucoup plus réduite que tout ce qu'il y a quand on s'intéresse à sa sociologie. Et c'est là qu'il y a toute la discussion dont je parlais, les rapports entre mathématiciens, on pourrait parler de l'organisation, des laboratoires, du rôle de la découverte, de ci, de ça, des interactions, et ainsi de suite. Voilà ma définition en tout cas. Je vous remercie.